Bonjour à tous, eh bien c'est déjà vendredi, c'est l'amorce du week-end, c'est le dernier ZCL de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, lundi on revient. Bonjour Mendy. Bonjour Danick. Bonjour Marie-France Gougeot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Jalton. Bonjour Danick. Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce vendredi 13, c'est un jour bénéfique semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité recevoir Éric Jalton, maire des Abbayes, mais aussi président de Cap Excellence. On va recevoir un peu plus tard Gladys Démocrite qui va parler un peu du problème des taxis, parce que vous savez, depuis quelques jours, les taxis de la région pointoise sont en colère. Elle nous expliquera tout à l'heure pourquoi. Et puis Isabelle Flandrina de Nice viendra nous parler d'une manifestation qui se tiendra à Milan. Ce sont des artisans guadeloupéens qui vont se déplacer dans une foire artisanale internationale. Et cette fois-ci, c'est à Milan. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités pour l'actu. C'est Mendy et c'est tout de suite. Merci Danick et bienvenue à tous à ce journal donc, de ce 13 octobre. Voyons ce qui fait l'actualité. Et hier étaient réunis les conseillers régionaux pour la 4e plénière de l'année pour d'une part adopter le budget supplémentaire 2017 mais également pour discuter sur l'après-Maria. Nous verrons également justement le nettoyage du côté de Poussette au Gosier. Une délégation s'est donc mise en place de manière à éliminer toute source de danger liée à éventuellement la chute d'arbres fragilisés. Et enfin nous terminerons avec cette action de Pli Belle Larry, action de solidarité, action menée avec l'ordinaire, la marque patrimoniale maintenant de la Guadeloupe. Nous verrons tout à l'heure la fameuse canette de Pli Belle Larry. Merci Mendy, qu'on va retrouver tout à l'heure vers 13h pour le journal. Pour l'heure, nous allons nous entretenir, je vous l'ai dit, avec l'ex-député, mais toujours maire des Amis, président de Cap Excellence, Éric Jalton. Et pour tout de suite, comme d'habitude, c'est sa bio, rapidement tracée par Marie-France Gougeot-Edna. Et puis après, on passera en question d'actu. Marie-France. Alors Éric Jalton, vous êtes né en 1961, vous êtes né aux Abîmes, vous êtes allé au collège Massabielle jusqu'en 4e. En 4e, vous êtes parti à Paris pour suivre vos parents et vous y avez suivi donc vos études et vous avez décroché un doctorat en chirurgie dentaire. Nous sommes en 1987. Vous êtes également, pendant que vous êtes étudiant, vous êtes également membre de la section PS du 19e arrondissement et membre d'SOS Racisme. Dès la fin de vos études, vous rentrez d'Ardar en Guadeloupe parce que l'île vous manque et vous vous installez, non pas n'importe où, mais précisément auprès du cabinet de votre père, c'est-à-dire tout près de la maison familiale. Votre papa qui vous a beaucoup marqué, vous dites notamment qu'il vous a inoculé la fibre humaniste. C'était un homme, dites-vous, extrêmement généreux et à titre d'exemple, vous expliquez que quand des patients venaient au cabinet et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer, eh bien ils ne le payaient pas et même il lui arrivait de leur donner de l'argent pour aller s'acheter les médicaments dont ils avaient besoin. Et sur le ton de l'humour, vous dites que la maison regorgeait à ce moment-là de fruits et légumes, tout droit sortis en fait des jardins créoles et du cœur de ceux qui lui devaient beaucoup. Donc cette empathie, elle vous a marqué. Mais en fait, curieusement, c'est aussi, on serait censé penser que c'est aussi l'homme politique qui vous a inspiré, qui vous a incité à devenir ce que vous êtes. Et vous dites pas forcément. En fait, il y a un homme qui, en 1974, a peut-être changé le cours de votre vie, ou du moins qui vous a incité à vous impliquer beaucoup plus dans le militantisme politique, et c'est François Mitterrand. En 1974, c'est surprenant, vous n'avez alors que 13 ans. Nous sommes pendant les présidentielles, il est face à Valéry Giscard d'Estaing. Et François Mitterrand, il vous surprend parce que c'est un excellent tribun, mais surtout par sa manière qu'il a de s'adresser aux Français, par la manière qu'il a de développer les idées socialistes. Et c'est là où vous vous dites que finalement, vous ferez de la politique. Et vous avez d'ailleurs, une carrière politique très riche. Alors je ne vais pas la développer, ce serait trop long. Je vais simplement brosser les étapes essentielles. En 1992, vous devenez donc conseiller régional. En 1998, conseiller départemental. En 2002, vous devenez député. Puis en 2008, maire des Abîmes. Il y a 3 ans, vous êtes élu président de la communauté d'agglo Cap Excellence. La qualité essentielle pour vous chez un individu, c'est sa générosité. Le racisme, la cupidité sont ce qu'il y a de pire. Votre meilleur souvenir dans votre vie, c'est la naissance de votre fille Marie en 1993. Votre pire souvenir, c'est le décès de votre papa en 1995, 2 ans plus tard.
s'il y a un seul objet que vous deviez emmener à travers la planète, ce serait une photo de famille. D'ailleurs, dites-vous que lorsqu'un cyclone approche de la Guadeloupe, vous ne vous inquiétez pas trop pour vos biens matériels et immatériels. Par contre, vous prenez soin de protéger vos photos de famille et tous les courriers de vos proches. Alors Éric Jalton, je vais commencer par vous poser une première question qui est une question d'actualité. Récemment, la CRC a rendu un rapport extrêmement critique sur la manière dont les collectivités en Guadeloupe géraient leur budget. Vous êtes à la fois maire des Abîmes et président d'une collectivité d'agglo. Est-ce que vous trouvez que ce rapport est objectif, au contraire bien trop dur? L'objectif, c'est sûr que les collectivités territoriales, locales, les communes notamment, mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale comme Cap Excellence, ont forcément des difficultés à joindre les deux bouts, du fait même de la configuration de leur budget, puisque le budget a une part de fonctionnement qui est bien souvent hypertrophiée, que nous avons à faire face aux 40% des fonctionnaires, de paiement des fonctionnaires, et donc forcément, sans que les dotations arrivent en compensation de cette part de fonctionnement. Ce qui n'existe pas pour les autres collectivités sur le territoire français. Donc déjà, nous sommes handicapés par cela. Hein, et quand on sait aussi le coût d'approche de beaucoup de matériaux, de matériel, de véhicules, etc., dont on a besoin pour le fonctionnement de la commune, aussi, non seulement pour le fonctionnement, mais aussi quand il s'agit d'investissement, donc le surcoût des investissements qui ne sont pas pris en compte forcément dans les dotations que nous recevons. Donc nous avons forcément, dès le départ, nous, collectivités des Outre-mer, plus de mal à gérer aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, dépenses d'investissement, travaux généralement, nos collectivités. Donc c'est pas surprenant que nous ayons plus en difficulté qu'ailleurs sur le territoire français. Nous ne sommes pas plus mauvais gestionnaires ou plus bons gestionnaires que les métropolitains. Donc c'est une solution inextricable, alors enfin, c'est une situation inextricable. C'est un fait, il faut faire avec, il faut que les collectivités, il faut que le pouvoir central tienne compte de ces réalités et nous accompagne pour pouvoir compenser ces handicaps structurels. Éric Jalton, dans le portrait qui a été bossé de vous, on a parlé de François Mitterrand, j'ai envie de dire votre fascination pour ce grand homme politique français. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes toujours socialiste aujourd'hui? Oui, je suis socialiste par conviction, par façon d'être. Hein. Je pense que j'ai toujours été socialiste. Vous n'avez pas de carte? Puisqu'on vous avait écarté jadis. Je suis plus au Parti socialiste, je l'ai été initialement. J'ai pris mon congé pour pouvoir me présenter aux élections législatives, parce qu'on avait investi quelqu'un d'autre qui n'était pas socialiste. Mes responsabilités, j'ai été d'ailleurs élu en 2002. Et ensuite, je suis revenu au Parti socialiste, naturellement. Mais ensuite, j'ai été exclu parce que j'avais, suite à 2009, pris position en 2010 pour présenter une alternative au niveau régional au sortant qui est un socialiste, Victor Lurel. Donc on m'a exclu, manu militariste du Parti socialiste. Vous n'êtes plus jamais revenu, vous ne revenez plus. Je ne suis plus dans aucun parti. Alors je disais il y a quelque temps, parce que j'ai assisté à plusieurs assemblées générales de la FRAPP, je disais numériquement c'est le plus grand parti de la Guadeloupe. Est-ce que ça l'est toujours? Est-ce qu'il a autant d'influence? Est-ce qu'ils étaient au-delà des abîmes? C'est vraiment la question, parce qu'au moment, j'ai même cru que ça allait basculer devenir un parti guadeloupéen. Non, jamais. Mais on est très nombreux, hein, en termes d'encartés, nous sommes très très nombreux, des milliers. Hein. Oui. Et voilà, donc en cela, effectivement, on peut donner comparable à un parti au niveau guadeloupéen. Ça, c'est en termes de nombre. Oui. Mais notre vocation, c'est plus le territoire abîmien. Et on n'a pas dérogé à cela jusqu'à maintenant. D'accord, Marie-France. Alors quand on lit votre portrait au niveau sur le site de l'Assemblée nationale, on voit que vous êtes étiqueté à la fois socialiste, républicain, écologiste. Est-ce que ça vous définit bien ou est-ce qu'il faudrait d'autres encore qualificatifs? Non, ça va. C'est bien, la République est attachée aux valeurs de la République. Socialiste pour les idées, pour l'humanisme, le partage des richesses, l'égalité des chances, les rapports nord-sud qu'il faut équilibrer. Écologiste parce que nous savons tous cette écologie aujourd'hui, c'est l'enjeu planétaire, c'est la sauvegarde de l'humanité, de son écosystème, c'est la nécessité d'une transition écologique, énergétique, c'est l'urgence écologique qui doivent s'imposer à tout le monde, et encore fortiori à un responsable politique.
Alors justement, en parlant d'écologie, au niveau de Cap Excellence, donc depuis quelque temps, il y a des efforts de fait sur le tri sélectif, vous sollicitez la population. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça, je vais dire peut-être d'autres projets en cours en matière d'environnement durable et notamment d'énergie renouvelable? Au niveau de Cap Excellence? Oui. Ben, nous sommes surtout à cheval sur la nécessité de développer l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est tri sélectif, évidemment, nous mettons le paquet. Notre objectif, c'est d'arriver au tri sélectif à domicile, hein. Dès l'habitation, dès le foyer, qu'on puisse trier les déchets et ne pas forcément avoir affaire à des déchetteries qui sont à distance des foyers. Donc, en plus difficile la mise en œuvre de cette politique. Et donc, voilà, notre objectif à moyen, long terme. En attendant, il faut faire face à nos obligations en matière de collecte des ordures ménagères, faire appel à la citoyenneté des gens, l'éco-citoyenneté des gens pour qu'ils puissent nous aider. Et respecter les dates de dépôt des encombrants au bord des routes, jouer le jeu des déchetteries et participer donc de cette politique de développement durable dans laquelle la collecte des déchets, les ménagers, assimilés, les encombrants ont une part importante. Et c'est la compétence éminente de Cap Excellence. L'une des questions les plus, on peut dire, récurrentes et actuelles en Guadeloupe depuis plusieurs années maintenant, c'est la question de l'eau. Vous le savez, tout le monde est concerné. Ouais. Quelle est aujourd'hui, comment on peut définir la politique de l'eau à Cap Excellence, sachant que vous avez pris quelques initiatives il y a quelques temps et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'eau a coulé sous les ponts? Cap Excellence a hérité de cette compétence, hein, la guerre. Nous avons hérité de la compétence au niveau d'eau d'excellence par rapport au départ de la Générale des eaux. Donc nous l'assumons. Ce sont des dizaines de millions d'euros d'investissement que nous avons fait depuis tantôt. Concernant la rénovation des réseaux, la construction d'ouvrages ou leur consolidation, hein, de réservoirs notamment sur Boisvin, nous allons attaquer bientôt Budan, sur Bémao. La mise en perspective aussi de travaux d'ouvrages encore plus importants de production d'eau comme sur Perrin, qui va nous permettre de limiter le recours, l'achat que nous faisons important, hein, de l'eau SIAG, qui est tributaire des désagréments de fonctionnement du SIAG. Donc nous assumons pleinement cette compétence, hein, non seulement aussi en termes de recouvrement, de gestion, des facturations, de repérage des lieux où il y a des déperditions d'eau en mettant en place des capteurs, etc. Nous avons une politique, nous la mettons en œuvre progressivement avec les moyens qui nous sont alloués en faisant recours au conseil régional, l'État, dans le cadre d'un plan de progrès que nous passons avec l'État. Nous sommes d'ailleurs précurseurs en la matière pour faire en sorte que nous assumons pleinement notre compétence. Mais est-ce que on peut dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant pour le consommateur guadeloupéen? C'est pas suffisant puisqu'il y a encore des tours d'eau solidaires par rapport aux SIAG qui les pratiquent et dont nous subissons les conséquences. Et c'est pas suffisant, puisque tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas d'eau en quantité, en fréquence régulière, on ne pourra pas dire que la politique a réussi. Oui. Mais c'est un processus. Je ne vais pas dénoncer, dire qu'il n'y a pas d'eau à un endroit pour régler le problème. Oui. Il faut prendre du temps, donner du temps au temps, avec les moyens du bord, pour pouvoir, sans avoir recours à l'augmentation du coût de l'eau, d'achat de l'eau par le particulier ou l'entreprise ou l'administration, pour pouvoir y arriver. Donc les démagogues qui font penser qu'il suffit qu'il y ait une gouvernance unique, un syndicat unique, et du jour au lendemain tout le monde aura de l'eau de bonne qualité. Vous n'y croyez pas? Mais non, mais c'est un leurre. Et donc c'est pas là. La solution, c'est que nous puissions, dans le cadre d'un schéma de cohérence entre les différentes structures qui gèrent l'eau, que nous puissions avoir une synergie pour que chacun assume ses responsabilités, s'inscrive dans le contrat de progrès, s'inscrive dans des schémas directeurs comme nous le faisons à Cap Excellence, pour que nous y arrivions. Mais nous avons déjà beaucoup progressé, il faut le voir, le département s'y met, la région veut s'y mettre, veut même prendre en charge toute la compétence, hein, par expérimentation initialement. On verra. L'essentiel, c'est que des investissements, des travaux soient faits, des restructurations soient faites, la modernisation soit faite, et pour ça, Cap Excellence est sans doute première avant-gardiste en la matière. Alors, mais il y a quelques mois, donc, vous avez créé la régie Eau Excellence. Donc, quelle est sa vocation par rapport à Cap Excellence? C'est-à-dire, elle va s'occuper de l'entretien ou est-ce que comment se répartit? Gestion, tout ce qui est facturation, recouvrement.
etc. Les petits travaux d'entretien, etc. Mais les gros investissements restent de la compétence de Cap Excellence. Les gros travaux, construction, rénovation de kilomètres entiers de réseau, les travaux lourds, Et là, vous avez relèvent des projets, de là Cap Excellence. Mais c'est complémentaire. Et vous avez des projets, je veux dire, à ce niveau-là? Ah oui, je vous ai parlé, on va faire l'unité de production sur Perrin, qui va nous permettre d'avoir 17 millions de mètres cubes d'eau que nous distribuons à des dizaines de milliers de foyers. Et nous avons pratiquement 13 millions que nous achetons au SIAG. Donc avec le réservoir de Perrin, la modernisation, rénovation des canalisations, d'acheminement de l'eau, on va renverser les choses, c'est-à-dire on produira 3/4 et on sera tributaire que d'1/4 du SIAG. Donc nous avons des gros travaux lourds, évidemment, nous appelons les cofinanceurs à nous aider, à nous accompagner. Et nous mettons en place, avec l'État d'ailleurs, contrat de progrès, les éléments qu'il faut pour cela. Et on Mais peut penser que son rôle, le département doit penser aussi à nous. Oui, on peut penser que l'eau, c'est un chantier essentiel aujourd'hui à Cap Excellence, ou c'est l'un des chantiers? C'est un des plus importants. Plus important, ouais. En termes financiers, en termes d'avenir? En termes financiers, en termes d'avenir aussi, assurément, parce que c'est la vie. Oui. C'est la vie, c'est la base, l'eau, l'électricité, voilà, l'accès à l'emploi. Et tout ça, ce sont des compétences de Cap Excellence. L'accès au logement, à la santé, c'est aussi la compétence de Cap Excellence. Et ensuite vient la culture aussi, c'est notre compétence. On va y arriver tout à l'heure. On a une partie, donc nous sommes pleins dedans, la politique de la ville. D'accord. Ouais, alors, on se souvient qu'à la création de Cap Excellence... Le transport. Aussi, on va en parler justement. Donc quand Cap Excellence s'est créé, le préfet avait fait un peu le forcing en fait, pour que BMAO soit intégré. Oui. Et aujourd'hui, je voulais savoir, donc le troisième vice-président, c'est une femme, c'est le maire de BMAO. Je veux savoir comment se passe cette collaboration aujourd'hui. Excellemment, c'est ma cousine d'ailleurs. C'est question familiale. Oui, c'est ma cousine. Non, c'est pas une question familiale, mais il se trouve que le hasard fait bien les choses. C'est ma cousine, on s'entend très bien. On gère équitablement le SIAG, Cap Excellence, en bon père de famille, mais en famille pratiquement, BMAO à Pointe-à-Pitre, en veillant à ce que les investissements soient bien répartis, que le fonctionnement, l'accompagnement des associations soit réparti équitablement, tenant compte évidemment de la population, mais d'autres critères aussi peuvent intervenir. Donc les choses se passent tout à fait dans un schéma évidemment de cohérence, en privilégiant l'intérêt communautaire, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble des 3 communes. Mais ça se passe très très bien. Alors pratiquement il n'y a pas d'opposition à Cap Excellence. Bon, il y en avait une avec notre collègue Servat qui était un peu véhément de temps en temps, mais comme il est parti sous d'autres cieux à la députation... ça vous soulage un peu? Il n'y a pratiquement aucune majorité, il n'y a pas d'opposition à Cap Excellence. Toutes les délibérations sont votées à l'unanimité. Chacun dit ce qu'il a à dire, le maire de BMAO a son franc-parler, Jacques Bangou également, tout le monde défend ses intérêts, mais tout le monde a une vision communautaire. On va parler un petit peu des transports, puisque ça aussi c'est une compétence de Cap Excellence. Alors, je ne sais pas si c'est une arlésienne ou si c'est une réalité, le fameux tram, on connaît le coût. On sait que l'État français n'a pas mis beaucoup au panier. Où en est-on de ce problème, de ce tram, de ce projet? Est-ce qu'il verra un jour le jour, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça restera un projet futuriste? C'est tout, ça met du temps. Les études sont faites, le plan de financement est... Enfin, il est bouclé, le plan de financement? Le coût de financement, c'est près de 300 millions d'euros. Enfin, c'est un gros prix. Nous avons déjà au moins 10% du fait qu'on a été éligible dans un concours au niveau de l'État. Oui. Mais nous avons prévu des emprunts, forts emprunts évidemment. Nous sollicitons la région, aussi des fonds européens, pour pouvoir financer par tranche évidemment ce projet qui doit lier, disons, la mairie de Pointe-à-Pitre, le centre-bourg de Pointe-à-Pitre, à la future zone du CHU, à Perrin, en traversant un peu les abîmes, mais aussi BMAO, en traversant aussi Jarry, en étoile. Donc c'est un gros projet. Et donc il est vital. Il a un agenda, ce projet? C'est un projet qui est guadeloupéen, qui n'est pas uniquement, parce que nous sommes au centre quand même, qu'on le veuille ou non, géographiquement au centre, avec des grands centres importants, l'aéroport, le port, des structures importantes, vitales pour l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. Donc il est indispensable qu'il y ait un mode de circulation des personnes qui nous débarrassent
le plus souvent possible de la circulation en véhicule, non seulement qui crée des embouteillages, donc c'est une perte d'activité économique, d'activité humaine, mais aussi qui nous diminue fortement la pollution. Donc on est vraiment dans le développement durable avec ce tram, plus largement le transport collectif en site propre, qui peut être un tram comme nous le souhaitons initialement, mais comme ne le souhaite pas trop le président de région. Mais ça peut être aussi un bus à haut niveau de service, qui est un peu ce qu'il y a de mieux en termes de bus actuellement, qui se fait actuellement sur le marché. Donc, mais ce tram, il ne faut pas être obsédé par le tram, mais l'essentiel c'est qu'il y ait du transport collectif en site propre. Oui, alors le tram, il peut avoir un agenda ou pas? Est-ce qu'il est encore dans les limbes? Là-bas, il est dans le camp, essentiellement, je vais dire, de la région. Oui, qui traîne les pieds, c'est ça. Du président de région, qui d'ailleurs gère les fonds européens aussi, qui est l'organe interlocuteur pour accéder aux fonds européens. Donc là, c'est vraiment dans la balle est dans le camp de la région. Donc on attend, comme Seran, on attend. Et on ne voit rien venir, c'est ça? Pour l'instant, mais on espère que dans une vision d'aménagement intelligent du territoire, que la région, sa majorité, son président vont quand même comprendre qu'il est nécessaire que ce dossier puisse voir le jour le plus rapidement possible. Marie-France. Alors justement, toujours en matière de transport, en fait, donc le tram, effectivement, c'est un projet dont on parlait depuis longtemps. Il y a aussi, on parle de temps en temps, revient le projet de transport maritime. Est-ce que à Cap Excellence, vous avez dans vos tiroirs un projet tel que celui-ci, c'est-à-dire, je ne sais pas, un transport d'un point à un autre, tout simplement par la mer? Je prolonge un peu la question, puisque le président de région, précisément, semble s'investir davantage sur le transport maritime que sur le tram. Tant mieux. C'est un projet de cabotage. À l'échelle, ne peut être viable qu'à l'échelle du territoire de l'archipel guadeloupéen. C'est complémentaire. Rien n'empêche qu'on puisse circuler à l'intérieur du territoire communautaire dans un mode de transport routier, terrestre. Et aussi en même temps pour accéder à d'autres territoires de l'archipel, prendre le relais par le cabotage. Donc il faut pas opposer. C'est pas opposable, d'accord. Je voudrais revenir en. Que pour aller sur, oui, c'est pas pour aller, je sais pas, à l'intérieur des terres abimiennes, ça va être un peu difficile en cabotage. D'aller en bateau, là, puis oui, en bateau. On imagine. Et même par tram aussi, d'ailleurs. Et même par tram. Même par tram aussi, pour aller par tram, parce que le tram c'est l'ossature, c'est le sort de RER, si on veut, une comparaison. Mais ça n'empêche qu'il y a de toute façon, il faudra des bus classiques, même s'ils sont améliorés, pour accéder dans le fond des terres, dans nos grands fonds, etc. Ce n'est pas le tram qui ira, ni le cabotage. Donc il y a vraiment un réseau, un maillage de ces différents modes de transport, de circulation, de transport des hommes terrestres, des maritimes, qu'il faut mettre maillés. Donc il n'y a pas de contradiction avec le projet régional. Moi, je voudrais revenir en 2009. Vous avez été un des rares élus, en fait, non pas pro-LKP, mais vous avez pris position favorablement sur certains grands thèmes, notamment la jeunesse. Aujourd'hui, 8 ans après, moi, je voudrais savoir, vous, en tant qu'élu, savoir les conséquences, le résultat, ce que vous... Mais c'était formidable, c'était une belle époque, c'était où le peuple guadeloupéen semblait rassemblé. Il y avait une possibilité que la classe politique, la classe entrepreneuriale, le monde économique, les forces vives généralement associatives, la population de base, et oui, ils s'entendent. Mais c'était une occasion manquée, puisque il y a des considérations politiques, voire politiciennes qui ont présidé à tout cela, et qui finalement, il y a un accord trompe-l'œil qui a été signé, qui est partiellement respecté. Bon, c'est une belle occasion manquée. Je dirais, moi, pour ma part. On vous a accusé d'être pro-LKP. Est-ce que ça vous a pas plombé pour les élections après? Peut-être. Vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. J'étais pro-mouvement social. J'étais pour les revendications qui étaient dans ce cahier. C'est des revendications, parce que j'ai bien fait remarquer dans une réunion au World Trade Center que mon programme électoral correspondait à peu près à ceux qui étaient inscrits, que un socialiste, un homme de gauche, en tout cas, ne pouvait pas être contre ce qui était revendiqué. Si. Mais il y a une faisabilité. L'URL n'était pas tellement pour LKP à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire. L'URL voulait peut-être craigner de perdre un leadership politique à cette occasion. Je pense que c'était un peu sa préoccupation. Je pense que c'était un homme qui était inscrit à gauche à l'époque. Oui.
Donc on a bien vu qu'il y avait un jeu avec Gibelot, le président de l'association des maires, pour un peu mettre de côté le restant de la représentation politique et être des interlocuteurs, j'allais dire, exclusifs des grévistes. Et du gouvernement. Peut-être que ceci explique cela, parce que si nous avions été partie prenante jusqu'au bout, les choses auraient peut-être été davantage consolidées et plus viables pour le reste de l'évolution des choses. Il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu de la culture, puisque c'est aussi une des compétences. Il y a plusieurs festivals dans votre aglo, festival pour les enfants, festival de théâtre. Cette année, il n'y a pas d'hylogeage, semble-t-il. Oui, non, nous avons, d'une façon générale, nous avons décidé d'alterner tous les 2 ans, pour des raisons économiques, mais aussi de faisabilité, le festival de jazz, jazz musical, artistique, et le festival de théâtre. Donc on fait un tous les 2 ans et on alterne. Et la conjoncture avec les événements, Maria, tout ça, Irma, par solidarité, on n'a pas le cœur à faire la fête. Oui. Même si on va quand même autoriser quelques manifestations culturelles, il faut quand même que la culture vive, le sport. Mais tout ce qui s'apparente un peu à la fête festif va quand même être... On va faire l'impasse en cette fin d'année. On reprendra la nouvelle année. Par solidarité et respect aussi des victimes et des sinistrés qui sont encore sinistrés, aussi bien à Saint-Martin, les îles du Nord, qu'à la Dominique, que dans le sud Bastère ou à Terre-de-Bas, ou même les Seines plus généralement. Oui, alors j'ai une question, je vais dire, c'est presque une question personnelle, c'est ma curiosité, mais je voudrais... J'ai bien vu que vous étiez curieuse, on m'avait interrogé sur ma biographie. N'est-ce pas? Donc, Félix Proto était d'abord très proche de votre papa. Il a été de mémoire, symboliquement, il était 40e sur votre liste au régional en 2010. 12e. Ah, 12e, pardon. Sur une liste de 40. Ah, voilà. Donc il était présent, donc je veux dire, ça montre quand même le lien que vous aviez avec lui. Et j'étais à l'inauguration, donc c'était au lycée. Ah, sur ma liste à moi? Oui, la liste à moi. Ah oui, il était quand? Je pensais que c'était la liste... quand il avait été élu président de la région, il était à 12e sur la liste de Frédéric Jalton. De Frédéric Jalton, oui, voilà. Parce que conduite plutôt par Larry Fla, je crois. Je sais pas. Est-ce que je l'ai conduite par Larry Fla? Frédéric Jalton a conduit une liste à la proportionnelle départementale. À l'époque, c'était le mode de scrutin en Valard. Et c'est Frédéric Jalton qui avait quelque part propulsé, puisque c'était un leader à gauche au Parti socialiste, Félix Proto de la 2e place à la présidence de la région. Donc effectivement, sous ma liste, à moi, il était en dernière position. En fait, c'est ça, oui. Clôturer la liste. En 2010. En 2010, oui. Donc symboliquement, en fait, c'est toujours le dernier. Symboliquement, oui. Bien sûr. Mais c'est... Au moment où on a inauguré le lycée aux Abîmes, Félix Proto, vous n'étiez pas là. Pourquoi? Le lycée Félix Proto. Anciennement Providence. Ah, mais tu as une conjoncture, j'étais parlementaire, j'étais peut-être président. C'est pas parce qu'il y a eu. Ah non, pas du tout. Non, je pense pas. Voilà. Nous étions sans doute représentés, non, il n'y a pas de problème. Non. Oui, absolument, vous l'étiez. Ah non, j'ai pas de problème, j'aurais été présent. Quelles que soient les contingences politiciennes, non. D'ailleurs, nous avons même honoré, nous avons été les premiers d'ailleurs, avant même le lycée, à donner par anticipation le nom du futur centre qui va remplacer la salle des fêtes, détruite par le cyclone Hugo, qui est en pleine rénovation. Livré bientôt, centre culturel, médiathèque socio-culturel du centre, central, du bourg, Félix Proto. D'accord. La bien mérité, c'est un homme de culture qui était ouvert sur la communication, sur la Caraïbe, son environnement. C'était un des principaux premiers responsables politiques qui avait dans la fibre caribéenne. Et communication, un artiste lui-même. On vient de perdre le café, c'était son ami, il a beaucoup aidé. Et tout ce beau monde nous manque. Oui, c'est pour ça. Merci pour ma curiosité. Alors, ce qui manque beaucoup aux artistes de la région, c'est le Centre des Arts. Alors, je ne sais même pas quel calendrier prendre pour ce Centre des Arts. Depuis pratiquement une dizaine d'années, il n'arrête pas d'être ouvert, ne pas être ouvert. Quelle est la dernière date d'échéance aujourd'hui? Les artistes pourront revenir. Depuis que je suis président de Cap Excellence, que nous avons pris la compétence du Centre des Arts, qui était à Pointe-à-Pitre, nous avons relancer les travaux. Donc il va ouvrir. Et chaque fois il y a des avenants parce qu'il y a des travaux nouveaux, on se rend compte, les fondations, il y a ceci, il faut refaire, consolider. Et donc nous sommes à 33 millions d'euros, c'est un gros machin. Vous dites partir à combien? 17, c'est ça? Je partis à un peu plus de 2 tiers de cette somme. Donc c'est un tiers de plus. Et donc c'est un bel ouvrage qui a une dimension non seulement communautaire, mais une dimension archipélagique, régionale, voire nationale.
national. C'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour que nous puissions compter sur les financements de la région, les financements de l'État, ne serait déjà pour le fonctionnement, hein, à défaut de l'avoir fait pour l'investissement. Mais c'est un cadeau que vous a transmis M. Bangou? Ah ben c'est un cadeau qui chiffre, hein. Ah oui, oui. Mais je pense qu'un tel ouvrage ne pouvait pas rester uniquement point 3. Oui. Il avait vocation à entrer dans le giron de Cap Excellence. Même régional, à la limite, c'est la région qui aurait dû gérer un tel ouvrage de cette telle dimension, voire nationalement. Bon, c'est la dernière question avant la pub. Ah. Alors oui, Éric Jalton, je sais qu'il y a, pour finir, donc il y a un sujet comme qui vous tient à cœur, puisqu'on en a parlé, et vous m'aviez dit l'énergie naturelle. Vous voudriez que la Guadeloupe soit le plus vite possible indépendante par rapport à ça. Et moi, je voudrais savoir, notamment aux abîmes, est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, des panneaux solaires sur vos immeubles? Qu'est-ce que vous avez fait justement pour participer à cette indépendance énergétique? Mais la ville s'est inscrite résolument, durablement dans l'agenda 21, avec une de ses déclinaisons, le plan climat-énergie territorial, qui prévoit justement les moyens, notamment en termes énergétiques, hein, de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Donc nous sommes en plein dedans et nous sommes d'ailleurs peut-être la seule commune à être aussi en avant concernant notre plan climat-énergie territorial. Et l'agenda 21, nous avons été pratiquement deuxième, hein, ex aequo avec Saint-Louis de Marie-Galante, en tout cas Marie-Galante, en matière d'agenda 21. Donc nous sommes en pointe là-dessus et nous avons à cœur évidemment de nous inscrire résolument dans ce combat planétaire pour la sauvegarde de notre écosystème, hein, à travers la lutte contre le changement climatique, parce que si la planète chauffe trop, on sait très bien qu'il y a des conséquences, c'est des cyclones beaucoup plus dévastateurs, c'est des sécheresses là où il n'y en avait pas, c'est des inondations là où il n'y en avait pas, c'est un climat complètement déréglé, c'est aussi des famines, des gens qui vont migrer par dizaines de milliers, et donc créer des désordres sociodémographiques dans d'autres pays, engendrer parfois des guerres, etc. Donc on sait que, et du chômage, et tout le cortège d'abominations qu'il y a derrière ça. Donc on sait que cet enjeu-là conditionne tous les autres. C'est le premier, c'est l'urgence écologique, particulièrement énergétique. Donc il faut produire propre, il faut produire sans trace carbone, il faut développer les énergies renouvelables. Nous sommes en Guadeloupe un pays où il y a le soleil en abondance, du vent, les alizés, l'énergie marémotrice, nous sommes entourés de mer, et la géothermie, nous avons un volcan et ses alentours à Bouillante. Nous avons tout pour être autonomes très rapidement en matière d'énergie renouvelable. Donc l'enjeu est économique évidemment pour nous, une indépendance aussi quelque part au moins énergétique pour nous, mais l'enjeu aussi c'est d'entrer dans le concert planétaire de lutte contre le réchauffement climatique, et ce n'est pas le moindre. C'est un combat qui se mène à tous les niveaux, au niveau de la COP21, des grands États, et on peut déplorer le comportement cynique, criminel, et c'est un criminel. On a des criminels de guerre, mais il y a des criminels aussi qui, sans faire la guerre, par leur comportement, leur responsabilité politique, comme M. Trump, c'est un criminel pour moi de guerre. Comparé même à un nazi, parce que les conséquences de son comportement, à terme, vont se chiffrer par des milliers, des centaines de milliers de morts. Si on continue, si on n'a que des crimes pendant encore quelques décennies, eh bien c'est l'humanité dans sa vie, même sa survie qui est menacée. Donc c'est vraiment un criminel de guerre potentiel, un criminel contre l'humanité. Donc il y a cette responsabilité politique majeure que nous devons tous assumer à tous les niveaux, à tous les échelons territoriaux, au niveau de la Guadeloupe et au niveau des villes, des communes, comme nous le faisons à la ville des Abîmes et à Cap Excellence. En tout cas, il est 13h05, on va conclure là. Juste un tout petit mot, Éric Jalton, et on va se quitter. Les victoires successives de Servat et de Théophile vous laissent un boulevard pour la mairie? Non, nous permet déjà d'avoir 2 parlementaires abîmiens, 2 victoires communautaires en tant que maire des Abîmes. Je m'en réjouis. Oui. Et le boulevard, je ne sais pas, non, ils ont la capacité d'être candidats aux élections municipales. Ce n'est pas la députation qui leur offre, qui leur enlève cette capacité. Je pense qu'ils ne vont pas se gêner. Non, ça distribue les rôles. Ça montre à la population que chacun peut
travailler là où il occupe ses responsabilités. Je n'ai pas voulu être candidat à la députation. 3 mandats me suffisaient. Je me paraissais raisonnable. La loi même l'a pratiquement corroboré cette volonté personnelle. Donc j'étais obligé aussi, mais c'était un choix aussi personnel. Je suis maire des Abîmes, président de Cap Excellence. Nous avons des parlementaires qui ont du travail, qu'ils le fassent. Et je pense qu'on peut fonctionner ainsi pour un certain temps. Oui. Et même le plus longtemps possible. Ça me paraît un bon équilibre des forces. J'ai bien compris le message. Les différentes composantes de l'échiquier politique abimien, les principaux, ont chacun des responsabilités lourdes à assumer avec leur équipe. Eh bien, les conditions sont réunies pour travailler. Si on veut déterrer la hache de guerre pour aller encore à coup de hache et diviser le peuple abimien, moi je veux bien. Je suis un homme, je suis un combattant. Et je me tiens prêt. Donc en 2020 ou 2021, je verrai. Et vous serez là. Je verrai si il y a nécessité que je sois encore de la partie. Ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas laissé un trésor américain que je dois sauvegarder. Ce n'est pas un héritage. Donc je ne suis pas obligé d'être maire à vie, ni une 3e mandature. Mais je le souhaite a priori, puisque je pense qu'on aura encore beaucoup à faire dans le cadre de l'agenda 21. La rénovation urbaine des Abîmes, acte 2, attaquer Vieux-Bourg, d'autres quartiers. Nous avons l'expérience. Pourquoi changer d'équipe? Pour la renouveler sans doute. Mais il faut nous laisser dans notre dynamique, je pense. Je pense qu'au bout de 3 mandatures, je serai capable de laisser avec les équipes successives qui m'auront accompagné un bel héritage aux générations futures pour des Abîmes et Cap Excellence qui vont résolument vers l'excellence. Ce sera votre dernier mot. Merci en tout cas, Éric Jalton, d'être venu répondre, on va dire, sans langue de bois à nos questions de notre consoeur Marie-France Goujouetna et moi-même. Et puis on va prendre notre page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour le journal et nos prochains invités.